C'est l'histoire d'un homme dont la femme disparaît brutalement, sans laisser un seul mot d'explication. Et comme l'enquête piétine, cet homme qui s'appelle Kaplan et qui s'enorgueillit d'être un homme sans histoire, va en fait prendre en charge lui-même les recherches et se retrouver dans une situation extraordinaire. Cette histoire, je l'ai placée dans quelques années, dans un Paris qui est transfiguré par une épidémie, une maladie d'un genre nouveau qui transforme ses victimes en êtres bestiaux, assoiffés de violence et avec lesquels surtout aucun dialogue n'est possible. En fait, je me suis aperçu que j'avais assez envie d'écrire sur la vie au temps des catastrophes. C'est un thème qui était déjà présent dans le précédent roman, mais d'une manière diffuse, assez périphérique. Et là, j'avais envie, frontalement, de traiter la catastrophe, mais surtout l'après-catastrophe. À mesure qu'on écrit un livre, on s'aperçoit petit à petit de ce qui en est le cœur ou le moteur, et je me suis aperçu que j'écrivais une sorte de roman noir d'après l'apocalypse, mais en fait j'écrivais aussi bizarrement un roman d'amour, enfin, un roman d'amour paradoxal, mais un roman d'amour, un roman sur le sentiment amoureux, puisque au début du livre, Kaplan est persuadé qu'il n'aime pas sa femme et que leur histoire est en train de s'achever. Et en fait, à mesure que sa femme s'absente, il s'aperçoit qu'en dépit de la haine qu'il éprouve pour elle, de la colère, de tous les malentendus qui les ont éloignés l'un de l'autre, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui persiste, quelque chose qui est à la fois ténu et en même temps irréductible, et qui a un sentiment, qui a un attachement qui va devenir obsessionnel en fait au fil des pages. C'est un livre qui raconte une enquête sur une absente, mais aussi dans cette enquête, le personnage se découvre lui-même, se découvre autre, revient sur son passé, sur ce qu'il est, et sur un certain nombre de choses qu'il a voulu cacher. Et on va s'apercevoir justement qu'il est lui aussi quelqu'un d'assez opaque, mais comme nous tous, en fait. La reconstruction du pays commençait à peine lorsque l'épidémie se déclara. Après plusieurs années d'effondrement boursier, de banqueroute et de plans de rigueur, de grandes grèves, de pénuries qu'on croyait réservées à des républiques lointaines, d'attentats politiques et de combats de rue dans des quartiers autrefois respectables, on s'apaisait enfin. On reprenait espoir. Les indicateurs de croissance, comme des astres, s'alignaient. Au Parlement, le programme de réconciliation nationale venait d'être adopté. On s'était solennellement engagé à rétablir dans leurs droits des citoyens que, dans un moment d'égarement collectif, on avait déchu de leur nationalité pour des motifs divers, tandis que leurs persécuteurs, accusés d'avoir cédé à la colère aveugle qui vous submerge dans des moments de désespoir, la crise en était un, bénéficiaient de mesures d'amnistie. Le président, sobre, grave et repentant, portait ce renouveau. Il n'y aurait plus de bouc émissaire. On se sauverait par la concorde. Ensemble était le maître mot. Les premiers cas de maladie furent signalés à Paris au cours du printemps qui marqua la fin des grandes émeutes. Certains, amateurs de symboles, assurèrent que tout avait commencé juste après que le président fût apparu devant les caméras pour célébrer sa réélection. Les symptômes étaient si inquiétants et si spectaculaires que les autorités s'efforcèrent de garder toute l'affaire absolument secrète. Elles y parvinrent, pour quelque temps, en cloîtrant les sujets dans un hôpital militaire et en parlant à leurs familles de pneumonie aiguë avec complications. Mais à l'automne, comme les foyers infectieux se multipliaient à travers la France et qu'on évoquait quelques cas à l'étranger, il fallut démentir des rumeurs de grippe épileptique ou de démence virale. Les journaux voulaient enquêter. Ils imprimaient des témoignages. Le 1er décembre, la ministre de la Santé évoqua publiquement l'épidémie sous le nom d'altrisme. La population ne parla jamais que de la maladie. Les sujets souffraient d'abord de fortes fièvres et se plaignaient en râlant de fluxions pulmonaires qui les clouaient au lit. Puis, au bout de quelques jours, alors que la fièvre baissait, de vives douleurs musculaires, des convulsions, leur arrachaient de longues plaintes rauques. L'altération commençait. Leur peau se couvrait par endroits de taches sombres tirant sur le violet. Des débris squameux apparaissaient sur leurs paupières et les infectés perdaient au même moment leurs cheveux par poignées. Traversés de soubresauts, les muscles des bras et des jambes se raidissaient, la salive moussait au coin des lèvres, les ongles devenaient des griffes, le visage un masque grimaçant où brillaient leurs yeux vitreux. Les malades entraient alors dans un état flegmatique pendant lequel, recroquevillés sur leur lit, ils poussaient quelques grognements et paraissaient dormir. Puis, ils se jetaient sur les hommes, les tuaient et les dépeçaient.